Coucou les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors là on commence l'introduction avec les visites des lavandes par nos amis les abeilles. Pourquoi je le mange, j'avais déjà montré la dernière fois. Là je vois que c'est quand même beaucoup plus visité que d'habitude. Tout simplement pour partager ce moment là et diversifier un petit peu l'activité sur ce que je partage avec vous. Qu'est-ce qui est prévu sur cet épisode? Bah écoutez, je me suis dit que ça peut être intéressant de partager un autre thème pour ceux qui voudraient se lancer dans l'apiculture. Alors bien entendu je parle d'apiculture non professionnelle, d'apiculture amateur. C'est deux domaines totalement différents, hein, comme je l'ai précisé à chaque fois. Donc je me suis amusé à faire quoi? Enfin amusé. Je fais un petit récapitulatif sur tout le matériel qu'il vous faut pour débuter, et puis aussi vous donner un certain nombre d'éléments d'un point de vue, enfin, je dirais légal, administratif, de ce que vous devez, vous êtes tenu de faire pour pouvoir être en mesure d'assurer cette activité fort passionnante. Alors juste avant d'attaquer dans le vif du sujet, là c'est juste pour vous montrer le résultat de l'extraction, enfin de la récolte qui a été effectuée il y a exactement 2 semaines. Donc là il sort tout juste des fûts, il sort tout juste plutôt du maturateur. Et là c'est la mise en pot. Sachant que là aussi ça demande vraiment du boulot, hein. C'est pas facile comme faut en prendre compte, hein, de ça. Alors par rapport aux emballages, il existe différents types d'emballages. Moi j'estime que c'est un produit qui est suffisamment noble, si l'expression est bonne, pour pouvoir se permettre d'avoir un récipient qui soit de très bonne qualité. Donc je parle d'une conserve en verre avec une capsule en métal, pour pouvoir, je dirais, contenir ce produit dans les meilleures conditions et le mettre en valeur, c'est surtout ça aussi. Et toujours pour revenir sur l'état sanitaire, la propreté d'un point de vue hygiène, ce que je fais moi-même, dès que je reçois ces conserves, d'un côté on a les pots en verre, de l'autre les capsules, et bien chaque élément est passé par mes propres soins, au moins par un essuyage avec un chiffon. Après, comme on le sait, le miel se conserve indéfiniment. Bon, dans le temps, j'estime qu'il perd sa valeur, et puis un petit peu, hein, mais pas énormément non plus. Mais un vrai miel se doit de cristalliser. Alors bien entendu, pas tous les miels cristallisent aussi bien ou aussi facilement. Le miel de colza a une tendance à cristalliser très rapidement, alors que le miel de tilleul ou même d'acacia aura beaucoup plus de difficultés à cristalliser. Alors d'un point de vue stockage, au niveau de la conservation du miel, il est recommandé non pas de le mettre à l'extérieur et en pleine chaleur comme là il est exposé. Donc là c'est plus pour l'exposer, le mettre en valeur pour cette vidéo. Le miel, il est recommandé fortement de le stocker dans un endroit, je ne veux pas dire au frais, mais à une quinzaine de degrés, voire 20 degrés. Et également à l'abri de l'obscurité. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire sur le pot que vous voyez ici. Bien entendu, c'est que des petites expositions très rapides sur ce que je suis en train de montrer, que ce pot va sitôt être mis à l'intérieur et dans de bonnes conditions. Par ailleurs, le miel est un produit qui prend facilement les odeurs de l'extérieur. Donc il faut le conserver à l'abri également d'autres éléments qui pourraient perturber justement les saveurs de ce miel. Et dernier point, pour pouvoir finaliser ce pot, il manque une étiquette. Si vous le commercialisez, c'est une obligation, avec un certain nombre d'éléments obligatoires pour pouvoir être identifiable. Et puis également, soyez rigoureux par rapport à l'appellation. Vous ne pouvez pas mettre miel de ce que vous voulez, ou surveillez ce que vous faites avant de le commercialiser. Et dernière chose, par rapport à cette étiquette qui est obligatoire, c'est une date conseillée de consommation, ou date de fin de consommation. En règle générale, c'est 2 ans. Sachant qu'au-delà de 2 ans, bien entendu, le miel est tout à fait consommable. Vous avez compris mon message. C'est parti. Ok, parfait. On passe à la suite, au vif du sujet. C'est parti. Alors,
Pour débuter dans l'apiculture, en tant que... Tiens, je vois ça juste derrière, merci. Allez hop. Parce qu'autrement, je vais pas arriver à faire tout mon reportage là. C'est un reportage. Bon, accouchons. Alors, pour débuter dans l'apiculture, avant de parler chiffres ou quoi que ce soit ou d'enveloppe, il faut passer par une école. Une formation, un stage, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement, fortement, fortement recommandé. Et moi, je le recommande d'autant plus. Moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est l'école du Jardin du Luxembourg, sans la citer. Enfin, personnellement, j'ai trouvé que c'était une très bonne école. Je vais pas dire la meilleure parce que c'est la seule que j'ai effectuée. Il y en a certainement autour de vous, là où vous trouvez, par rapport à votre région, vous vous renseignez auprès d'une association et ils seront capables de pouvoir vous renseigner. Il y en a d'autres qui proposent ça. Il y a des choses gratuites, des choses plus chères que d'autres. Il y a des choses que moi je recommanderais. C'est plus le type d'école où vous êtes incité à travailler dans la théorie, dans la pratique également, de semaine en semaine. Et l'école du Jardin du Luxembourg, c'est ce qui se trouve donc dans Paris, bien entendu. Il y a tout ce qu'il faut pour la théorie. Les gens sont d'ailleurs des bénévoles. Enfin, je ne veux pas faire de publicité ou de mauvaise publicité par rapport à ça. Donc, il y a une application de la part des personnes qui, je dirais, transmettent un savoir de très bonne qualité pour pouvoir être autonome à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on vous donne tous les outils pour avoir une certaine logique et après à vous vous débrouiller. On va vous donner certaines méthodes, vous allez l'appliquer à la lettre et après, chacun son truc. Bon, je ne veux pas revenir par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est plus pour évoquer comment démarrer. Et pour pouvoir vous inscrire, prenez-y vous très tôt à l'avance, parce que parfois vous pouvez avoir 1 an voire 2 ans d'attente. Et il y a un autre type de formation où il y a des stages qui peuvent être plus ou moins chers, où on vous propose des stages d'une demi-journée pour des débutants et puis pour certains thèmes. Personnellement, je trouve que c'est pas suffisant pour pouvoir être autonome, parce que c'est pas en l'espace de 2-3 demi-journées que vous le serez, et je suis quasiment sûr qu'il y en a qui le proposent, ce genre de choses. Et c'est des stages qui sont relativement chers. À vous de voir, c'est peut-être bien, enfin moi je ne l'ai pas fait, j'ai déjà eu des échos de ça, et j'ai même entendu parler de personnes qui ne passaient même pas par des stages, alors encore pire, qui achetaient tout leur matériel. Ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Alors je dis pas, il y a des autodidactes, mon père lui-même, bon il avait une autre activité dans le corps médical, et il a été autodidacte, il s'est renseigné sur des livres, il l'a tenté tout seul, il y est arrivé. Mais c'est vrai qu'avec du recul, j'ai l'impression quand même il y a beaucoup de fautes, de manipulations qu'il effectuait lui-même. Donc je le confirme, c'est vraiment de passer par une formation qui soit sérieuse et d'être régulier, et où il y a une part de théorie, une part de pratique. Et tout au long, et plutôt en parallèle, rien ne vous empêche de commencer à débuter, à commander vos ruches, sachant que pour bien commencer, il faut 3 ruches au minimum. Et alors d'un point de vue administratif, c'est super important. Il y a le NAPI, c'est un code, NAPI, enfin vous tapez internet, c'est un numéro d'apiculteur, et il y a le SIRET. C'est deux choses différentes, mais qui peuvent être complémentaires. Le SIRET, vous en avez besoin uniquement à partir du moment où le miel que vous allez produire sort du cadre strict familial. Si vous consommez le miel uniquement en famille, point barre, le NAPI suffit. Donc admettons que vous fassiez une 50aine de kilos, ça reste au sein même de la famille, et vous n'avez pas besoin de faire de SIRET. Et à l'inverse, après à vous de voir combien vous consommez et à combien vous allez donner de peau, mais du moment où ça va à l'extérieur, même aux voisins, vous êtes censé avoir un numéro de SIRET. Autre particularité, alors tout ça vous pouvez le trouver de manière exploitative sur les sites internet, c'est bien expliqué. Et ensuite, une autre chose à effectuer, c'est annuel. Ça c'est pour tout apiculteur, qu'il soit professionnel ou non professionnel, c'est la déclaration des ruchers avec le nombre de ruches et bien entendu l'endroit où ça se trouve. Ça c'est plus une déclaration, je suis quasiment sûr de ce que je dis, sous réserve, ça peut changer ou ça a pu être changé il y a peu de temps, mais ça c'est plus pour compter, comptabiliser, référencer, faire du référencement strictement à ce niveau-là, faire du référencement de ruchers, du nombre de ruches qu'il y a sur les différentes régions. C'est plus, je dirais, on va dire des statistiques pour le gouvernement. Et enfin,
Un autre point super important, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, c'est les GSA, les GDSA, les associations. Ça aussi, c'est important de commencer dès le départ à se renseigner, à aller aux assemblées générales pour voir, même si vous n'avez pas encore commencé votre formation, vous allez commencer à vous faire des relations et à mieux comprendre ce que je viens de vous expliquer pour vous accompagner sur la construction, quitte à avoir un par un. Moi, j'ai eu quelqu'un, je ne veux pas le nommer, beaucoup d'estime pour lui, et même j'apprécie, je le remercie. Donc s'il me voit, il se reconnaîtra. Il a passé beaucoup de temps avec moi, il fait partie d'une grande association aussi, pour ne pas la citer. Mais bref, ça m'a été d'une grande aide. Je parle de ça, je partage cette expérience parce que ça m'a aidé énormément, cette approche, cet accompagnement pour aller au plus vite et au plus précis. Pendant 1 an ou 2, je lui ai même fait encore appel à une ou deux reprises parce que je paniquais dans mon jardin où ça partait dans tous les sens, etc. Donc voilà, d'un point de vue administratif, je pense que j'ai fait le tour sur ce premier pavé. Deuxième chose, donc là c'est la partie financière et là je vais vous détailler le matériel. Alors c'est vraiment une liste non exhaustive, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que vous pouvez compléter ou ne pas prendre la totalité de ce que je vais vous recommander, c'est juste pour vous donner vraiment un ordre d'idée de budget. Alors je vais aller droit au but, le prix, combien ça coûte pour commencer. Alors ça peut coûter beaucoup moins cher que ça, hein, mais moi c'est ce que je recommande. Il faut compter entre 1500 à 2000 euros de matériel pour pouvoir débuter. Et maintenant justement je vais lister ce matériel où je l'ai regroupé par ensemble. Le premier ensemble, qui est l'ensemble de départ et indispensable, c'est tout ce qui est protection pour pouvoir intervenir. Ça correspond à la combinaison, comme celle que j'ai. D'ailleurs je ne devrais pas montrer ce que c'est comme marque. Vous avez différents types de combinaisons, celle que j'ai retenue elle est à 160 euros. Vous avez des gants à 10 euros, un lève-cadre à 10 euros et un enfumoir à 23 euros. Donc pour commencer ça correspond à peu près à 200 euros. Sachant que vous avez des prix qui peuvent aller beaucoup plus haut, beaucoup plus bas, à vous de voir ce que vous voulez faire. Ensuite, en termes de ruches, de corps et de hausse, et également de la peinture, il faut compter à peu près un budget de 440 euros. Sachant que là-dedans, j'ai bien indiqué dès le départ, il faut commencer avec 3 ruches. Alors pour quelle raison? Je vais faire peut-être une petite parenthèse là-dessus sur pourquoi 3 ruches. Si vous avez un problème sur 1 ou 2 ruches, vous avez toujours de quoi prélever à côté pour pouvoir limiter la casse. Si vous partez avec 1 ruche, ou voire même 2, vous avez un pépin, c'est fini, il faut tout recommencer à zéro. Sachant que là, j'en ai pas encore parlé, il faut aussi acheter les essaims et y penser. Et d'ailleurs, sans vous mettre la pression, mais chaque chose va venir en son temps, ne prenez pas le dernier moment pour commander vos essaims si vous les voulez, par exemple pour l'année prochaine, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Donc 440 euros pour les 3 ruches, j'ai calculé dedans 3 grilles à rennes, 3 grilles à rennes ça vaut 3 euros par grille. J'ai compté également 2 hausses par corps. Ça c'est important aussi de partir avec un minimum de hausses. Et non pas de vous dire tiens je vais prendre juste 2 hausses et puis j'en achèterai derrière. Si vous avez nielé à un moment ou à un autre, vous n'avez pas le matériel disponible, vous allez rapidement vous trouver dans l'embarras. Donc c'est 3 ruches, 3 grilles à rennes, 3 hausses et aussi de la peinture. Alors peinture, ne vous amusez pas à mettre de la peinture qui vient chez une grande surface au hasard. Prenez de la peinture là où vous fournissez par exemple auprès des professionnels d'apiculture. Ils seront à même de vous conseiller de la bonne peinture. Pour quelle raison? Tout simplement, il s'agit d'abeilles. Il ne s'agit pas de votre appartement ou de votre maison. D'ailleurs, on pourrait se dire la même chose. Mais c'est une peinture bio, une peinture qui est adaptée justement pour ces abeilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a également la roulette zigzag. Vous regarderez dans les anciens épisodes. C'est pour tendre le fil de chaque cadre. Alors, juste avant de passer à ça, dans les 3 ruches et les cadres, par exemple les ruches, elles coûtent 89 euros. J'ai pris un package global où vous avez tous vos cadres, vous avez le plancher, vous avez le couvre-cadre. D'ailleurs, prévoyez peut-être 2 ou 3 autres couvre-cadre en plus, c'est toujours utile quand vous aurez à effectuer la récolte pour pouvoir faire chasser les abeilles. Donc l'autre particularité, c'est d'avoir la roulette zigzag, la cire gaufrée et un saut de fil.
c'est pour le chargeur, pour chauffer le fil quand vous mettez en place la cire gaufrée. Là, ce pavé-là, il coûte 230 euros. Ce qui coûte le plus cher, c'est la cire gaufrée. Là, j'ai prévu une dizaine de kilos, il faut compter 174, 180 euros. Et là encore, vous avez différents prix, parce que vous avez différents types de gaufres. Là, j'ai pris une gaufre, une cire standard, et vous avez des cires bio qui coûtent beaucoup plus cher. Donc 200 euros pour l'équipement protection, 440 euros pour les ruches, les hausses, 230 euros pour la cire et pouvoir installer la cire. Autre particularité à prévoir, là on arrive sur comment on va pouvoir faire l'extraction. Donc là j'ai compté des chasses abeilles, ça coûte pas très cher, le couteau à des operculés, le maturateur, ça coûte un peu plus cher. Si vous avez 3 ruches, autant partir sur un maturateur de 100 kg, ça devrait le suffire. Si vous voulez plus, rien ne vous empêche. C'est ce qui va coûter le plus cher, c'est 133 euros. Donc, et puis le tamis, j'ai parlé de filtre ou de... comment ça s'appelle, j'ai utilisé le mauvais terme, c'est un tamis en fait. Ou de passoire, c'est un tamis, c'est pas une passoire ni un filtre, ça coûte 22 euros. Donc pour chasse abeille, couteau et maturateur et tamis, il faut compter 180 euros. Après vous aurez du nourrissement, j'en ai pas trop parlé, j'en parlerai plus loin dans d'autres épisodes. Il s'agit du nourrisseur, bon je les ai déjà montrés, j'ai pris un nourrisseur relativement cher, il coûte 18 euros, vous le multipliez par 3, on arrive à 54 euros. Il y a le nourrissement au sirop, j'ai compté à peu près une cinquantaine de litres, ça vaut en moyenne 50 euros, sachant que vous pouvez le faire vous-même. Et le candy, les pains de sucre, ça coûte 20 euros. Une vingtaine d'euros pour passer l'hiver pour ces 3 ruches. Au total, pour tout ce qui est nourrissement, ça coûte 125 euros. La dernière chose, le plus important, ce sont les essaims. Donc là aussi, vous avez différents prix, suivant le fournisseur. Et là aussi, soyez vigilants, faites-vous renseigner, faites-vous conseiller par des gens qui ont déjà fait l'acquisition d'essaims. N'allez pas chercher un essaim pour avoir de mauvaises surprises après derrière, surtout aussi d'un point de vue sécurité, c'est important. Sauf si vous êtes en race campagne, tant mieux. Mais bon, vous avez la sécurité aussi de vous-même quand vous intervenez quand même. Il y a déjà eu des apiculteurs professionnels qui ont eu des accidents sérieux et qui ont entraîné la mort. Les essaims, il faut compter 150 à 170 euros, parfois plus cher, parfois beaucoup moins cher. Bon, c'est la moyenne, donc ça fait 400 à 500 euros. On va du coup arrondir à 500 euros pour l'ensemble des 3 essaims. Et pourquoi 50 à 170 euros? C'est suivant la qualité, mais ça peut être aussi, quand c'est un essaim qui est hiverné, ça demande d'autant plus d'activité enfin, à fournir par le commerçant, l'apiculteur professionnel, donc c'est normal que ce soit un peu plus cher. Donc à vous de voir ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez. Mais aussi vous avez la possibilité d'acheter auprès du professionnel un essaim avec la ruche. Après, la ruche n'est pas forcément neuve, hein, c'est des ruches qui peuvent très bien avoir utilisé eux-mêmes. Ça, c'est à vous de voir. Chacun fait comme il veut et voit midi à sa porte. Il faut compter à peu près 260 euros par ruche avec essaim. Donc ce qui fait un total, pour les 3 ruches avec les 3 essaims achetés chez un professionnel, 780 à 800 euros. Alors que si vous achetez l'essaim d'un côté et vous constituez votre propre ruche de l'autre, bah, vous allez dépenser 100, 150 euros de plus. Et là encore, en fonction de ce que vous achetez, si c'est du bois, si c'est du plastique, allez vous renseigner. Je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais vous pouvez faire fluctuer énormément votre budget. La dernière chose, c'est l'extracteur. Alors l'extracteur, vous pouvez très bien l'acheter, c'est vous qui voyez, mais ça peut partir de 1000 euros à 3000 euros. Là tout de suite, vous voyez que vous doublez, voire même tripler le budget. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant partie d'une association, renseignez-vous, vous avez la possibilité de vous faire prêter le matériel pour pouvoir faire l'extraction avec le bac à désoperculer. C'est pour ça que je ne l'ai pas intégré dans le budget. Donc pour récapituler, j'ai dit qu'on était entre 1500 à 2000 euros. La moyenne, on va dire, on va retenir 1700 euros. Sachant aussi que j'ai oublié, il y a l'adhésion au GSA plus GDSA qui est non obligatoire, et puis également les traitements, il faut compter une centaine d'euros par an. Donc, pour récapituler, je disais qu'on est à 1700 euros. Il y a tout ce qui est protection, on est à 200 euros. Tout ce qui est matériel de ruche sans les essaims, on est à 440 euros. Pour pouvoir mettre la cire et l'installer, et la cire elle-même, on est à 230 euros. 180 euros pour faire toute l'extraction avec le maturateur. 125 euros pour tout ce qui est nourrissement avec le matériel et le sirop et le candy.
Et enfin, on va dire 450 euros les 3 essaims et une centaine d'euros pour les adhésions avec les traitements dont je parlerai ultérieurement. Tout ce qui est déclaration annuelle, ça c'est gratuit, hein, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et je voulais dire aussi, prévoyez quand même un budget annuel. Moi j'en suis à peu près à 500 ou 700 euros par an. C'est pas donné. Donc aussi, c'est pour vous dire, c'est une passion, mais c'est un certain coût de départ. Là, pour tout vous dire, je suis à peu près à une dizaine de ruches. Je suis à peu près à 7000 euros d'investissement. Je ne l'ai pas fait d'un seul coup, c'est pas pour étaler les 7000 euros, ça fait 6 ans que je suis dessus. Je rentabilise tout juste mon matériel, c'est juste pour partager, je dirais, vous donner une vision des choses sur l'investissement que j'ai effectué, à quoi vous attendre. Voilà, j'y suis arrivé. Sachant que je n'ai même pas investi sur un extracteur. J'ai 2 maturateurs, mais j'ai pas d'extracteur. Je me le ferai prêter par le GDSA de mon département, qui est le 94. Je n'ai pas cité de GSA ou de GDSA, toujours dans le souci de ne pas faire de bonnes ou de mauvaises pubs. Si ça se passera bien avec eux. Et un coup de pouce pour eux, et aussi merci aussi pour la qualité qu'on a les qualités d'échange qu'on a avec cette association. Alors justement, par rapport à ces associations, je vous conseille, je vous invite fortement à être accompagné, à trouver du monde, à échanger, et justement à continuer dans le temps, à rencontrer ces différentes associations qui vous permettent d'organiser, enfin à leur organisation, enfin c'est eux qui organisent par exemple des colloques, des conférences, qui font intervenir des invités. C'est un bon moyen pour maintenir nos connaissances, puis aussi les choses évoluent dans le temps, ou échanger aussi des méthodes. Parfois vous dites tiens je le fais de cette manière là, et puis il y a quelqu'un qui en propose une autre, et puis pourquoi pas en faire un mix des 2 ou 3. Donc c'est vraiment important de pouvoir continuer à être accompagné de quelqu'un, à rencontrer du monde. Et aussi l'avantage d'être dans une association, en règle générale, quand vous y adhérez, vous avez une assurance aussi, et ça je vous la conseille, c'est les centaines d'euros dont je parlais tout à l'heure avec les traitements. C'est la cotisation, c'est l'assurance, et l'autre particularité, c'est que vous recevez un bulletin régulier sous forme de magazine qui est mensuel. Donc là aussi, ça vous apporte aussi un certain nombre de connaissances. Des connaissances, non pas uniquement sur les techniques qui ont beau avancer, on ne connaît pas complètement toute la vie de l'abeille, mais aussi des points importants, comme par exemple l'Aetina tumida, j'en ai pas parlé, mais c'est une espèce qui peut être rapidement invasive. Il y a le frelon asiatique, on en parle régulièrement. Il y a les différents traitements, il y a les différentes maladies. Je n'ai pas du tout évoqué les maladies, et d'ailleurs c'est un point vraiment très important, un chapitre très important. Donc voilà, moi je vous invite fortement à être en contact régulier. Et autre particularité, pour revenir un petit peu sur ce que je disais, annuellement vous allez avoir à prévoir un budget. C'est pour les cires. Les cires, vous pouvez constater que ça coûte quand même un certain prix, un certain coût, même si vous le recyclez vous-même. D'ailleurs dans le budget, je n'ai pas parlé de recyclage, je n'ai pas pris en considération ce coût. Là j'ai un sérificateur, bon il m'a été offert à une occasion. Je crois qu'il est à 300... Enfin il a plusieurs centaines d'euros, ce sérificateur solaire, celui que je vous ai montré dans un autre épisode bien avant. Il faut compter donc l'adhésion aussi qui est annuelle. Parfois vous allez certainement avoir besoin de nouvelles hausses, de matériel pour pouvoir agrandir votre cheptel. Si vous passez à 4 ou 5 ruches à la place de 3, ça a vraiment un coût relativement fort. De changer les rênes, chose que je fais, il faut compter une cinquantaine d'euros à peu près. Le sirop, j'en ai parlé tout à l'heure, et le candy. Donc voilà pour cet épisode. En tout cas, merci encore pour différents... le fait de pouvoir partager avec moi ça et de pouvoir voir mes vidéos. Je vous souhaite à tous encore une très bonne fin de journée, et à très bientôt. Ciao, ciao.